Vous ne vous étonnerez pas que pour ces retrouvailles, nous ayons mis les petits plats dans les grands. Il y a aujourd'hui, et ça ne s'est jamais vu en 24 années, de grosses têtes, 7 invités. Et quels invités! Jean-Marie est le meilleur auteur de Bigard et Bigard le plus talentueux interprète de Jean-Marie, Jean-Marie Bigard. Merci. Oui, c'est moi qui lui ai noté ça. Il nourrit pour Céline Dion une passion si vive qu'il lui aurait offert le meilleur de lui-même si René avait eu son compte en banque à sec, Jean-Jacques Perroni. Il a fait récemment visiter à Jean-Tibéry la salle de torture en forme de théâtre, où le maire de Paris est supplicié chaque soir, Jacques Maillot. Un petit nouveau, ce passionné de philosophie qui possède un appartement à Canal+, a animé la grosse boule avant de se mêler aux grosses têtes, Ariel Wiesman. Il est encore trop jeune pour qu'on le présente comme étant sur le retour, et pourtant c'est vrai. Fabrice. On le soupçonne d'utiliser le téléachat pour vendre ses organes à des collectionneurs d'antiquités. Pierre Bellemare. En s'étendant voluptueusement sur les jardins et sur les plantes, il est devenu le gigolo de la nature, Jean-Pierre Coff. Alors c'est une grande joie de vous revoir et pour certains de les voir s'asseoir à notre table. C'est une grande joie aussi que de pouvoir nous livrer de nouveau à cette satire impertinente, parce qu'ici nous oublions à la fois nos intérêts et nos convictions, une revue impertinente de l'actualité. Alors dans l'actualité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a... Moi, avant que vous commenciez, vous n'allez pas venir déguisé en barboteuse comme ça tous les jours, c'est pour faire jeune la première fois seulement. Hein? Écoutez, j'ai une cravate, je suis un des rares. Quelle est la brillantine que tu mets maintenant? Non mais c'est des cheveux en plastique, c'est pas possible. On ne dénonce pas, Ariel, pas dès le départ. Parce que j'ai des dossiers sur chacun d'entre vous si on commence comme ça. Si je disais tout ce qui a été dit. Non, on ne dit avant. rien du tout. On n'a jamais dit ça. Alors, évitons les questions de personne. Oui, vous êtes beau vieux, tu sais. Et réservons nos impertinences et nos colibets au personnel politique. Non, monsieur. Je me demande pourquoi la table a été rasée à la Libération. Elle a couché avec les Allemands. Nous avons des séismes qui ne sont pas seulement politiques. Vous avez vu ce qui s'est passé à Nice, hein? C'est la faute des Kurdes. Ouais. Pourquoi? Chez mes amis, la penderie a bougé. Elle a entendu ses cintres dans sa penderie bouger. C'était les sommes penderies de la mer. Et pourtant, Allez. notre Premier ministre bien-aimé, Lionel Jospin, qui avait déclaré forfait à Dole et à Saint-Étienne parce qu'il redoutait les mouvements de foule, va à Nice parce que là, il n'appréhende pas les mouvements de la Terre. C'est quand même de vrai courage. Mais non, mais attendez, c'est un mec qui attire le projectile. Qu'est-ce que vous avez Il a la pensé? terre qui tremble, ça fait un peu vibro. Qu'avez-vous pensé de ce nouveau tennis que les gardes du corps de Jospin ont inventé, vous savez, avec des œufs et des mallettes? Il a commencé en Palestine déjà. Oui, mais avec des pierres. là. Des pierres. Oui, et là il va finir cible à la foire du trône. Et Philippe Bouvard. Je m'aperçois qu'on n'a pas encore posé de questions. Il faut quand même que je vous soumette, pour revenir à nos grandes traditions, la première citation qui est envoyée par Monsieur Brémond de Dijon, qui a dit « Les hommes sont souvent intelligents, rarement courageux,
et toujours dominés par cette chose molle qui leur pend entre les jambes et dont on a envie de dire quand ils en usent sans discrimination, ce n'est pas leur faute, c'est comme les chiens. Monterland. Non, C'est une femme? c'est une femme. Donc c'est pas Dominique Voynet. Contemporaine. C'est pas Martine Aubry non plus. Non, c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parlait quand même. De Alors, quoi ça retourne, oui, c'est exactement. une contemporaine? C'est une contemporaine et j'ajouterai une contemporaine encore vivante. Oh, Françoise Giroud. Oui, Françoise Giroud qui vient de publier un livre à succès. T'as de bon Dieu, toi. Dans Bon Dieu, On t'as ne vu peut l'affiche? pas être heureux tout le temps. Elle a ce cri du cœur dont nous ne sortons pas grandis, il faut bien le dire. Hein. Je croyais qu'elle était empaillée, moi, Françoise Giroud. Non, pas du tout. Écoutez, je vous souhaite autant de vivacité intellectuelle qu'elle en a conservé. Mais vous me voulez du mal? Mais c'est vrai aussi, moi je dirais un peu contre elle que l'homme, on n'a pas le pot, nous les hommes quand même, hein, parce que nous on connaîtra pas les joies de la grossesse, la maternité, voilà une inégalité, par exemple une injustice. C'est vrai, les femmes réclament la parité, 50-50 partout. 50-50 de quoi? Hein? On va avoir un nichon, nous? Encore qu'un nichon, c'est pas mal. Des fois, quand tu rentres tout seul à l'hôtel, ça peut aider. Tu fais petit vite, tu regardes le film de cul, mais là, ça peut occuper. T'as des soirées intéressantes, tu sais, Jean-Marie. Hein. Alors, j'avais promis, lorsque je me suis exprimé sur notre retour, que ces auditeurs de RTL qui, par centaines de milliers, avaient su se faire entendre, Avec Suce. ils auraient la parole. Ils continueraient à dire ce qu'ils pensent. Et c'est ainsi que nous avons formé le projet qui va se réaliser dans quelques secondes, d'avoir tous les jours, ici même, la visite téléphonique Ta mère! Téléphonique ta mère! Ouais! d'un auditeur ou d'une auditrice au téléphone. Là, c'est mademoiselle Dominique qui nous appelle Mécanique ta mère! de Roufiac. Est-ce qu'on aura Madame Belpère? Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Vous avez souhaité, je vous en remercie, nous dire quelques mots. Vous inaugurez ainsi une nouvelle rubrique qui va nous permettre de savoir ce que les auditeurs pensent de l'émission et éventuellement de répondre aux questions qu'ils se posent à notre propos. Bien écoutez, moi j'ai surtout appelé d'abord pour vous dire que je suis très contente que vous soyez revenu. Si. Vous nous manquiez. Et puis pour donner un petit coup de chapeau spécial à monsieur Jean-Pierre Coff que j'adore. Ah bon? Ah oui. C'est ta cousine physique. Ah oui. Il n'y a rien à faire, Jean-Pierre. Elle te court quand même après. J'ai hésité entre les T'as tout Sylvester fait pour Stallone éviter et ça, Jean-Pierre puis- Coff, c'est Jean-Pierre Coff. Mais vous êtes de sa famille pour dire ça, non? Pas du tout. Je suis très touché, je vous remercie, madame. Je vous admire beaucoup. J'adore vos coups de gueule parce que je pense qu'à votre place j'aurais les mêmes. Vous pourrez pas l'épouser, madame. Hein. Mais attendez, je suis mariée moi. Ah, alors, Oh, mais c'est pas grave. Mais je pense que vous seriez très heureuse parce que d'abord, c'est un homme qui sait vivre. Ah, il vous Il binerait fait la très mal la pelouse. cuisine. Mais justement, moi aussi je sais bien vivre et j'adore cuisiner, j'adore tout ça. Et puis, il a une belle maison à la campagne. Moi aussi. Si vous plantez pas là-bas en même temps que ces poireaux, vous serez très heureuse. Ah, j'adore, espérons. Merci d'avoir Les été jeunes notre d'Éden mettent la pelouse. première auditrice au téléphone. Bravo. Je vous remercie, au revoir. Vu l'interview assez bouleversante, d'ailleurs assez pathétique, de la compagne de notre ami Alfred Sirvin. Le Figaro Magazine, pour ne pas le citer... Le Figaro Magazine, c'est bien le journal dans lequel vous écrivez toutes les semaines. Non, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. il l'a retrouvé... C'est un Vilma, bon journal. qui est charmante, hein, Vilma. Vous avez vu sa photo? Non, puisque vous n'avez pas lu l'article. Oui, j'aimerais bien me faire tripoter de même. une très très jolie jeune femme, oui, bien sûr. Très jolie jeune femme. C'était dans le Figaro Magazine, d'ailleurs, je crois. Autant Sirven avale bien les puces, autant elle, on aimerait bien se faire avaler le prépuce. Mais enfin bon. Non. D'abord, on dit pas Sirven, on dit Sirvin. Ah, on dit Sirvin, vous avez raison, ça a changé. Oui. Sirvin n'a pas de veine, alors. Alors, Plus qui sert à rien entre nous, hein, ça déconne. Moi je me le suis fait retirer, je suis beaucoup mieux maintenant. Ah oui, on est mieux, oui. C'est vrai. Quel âge tu te l'as fait Ben, je me retirer? le suis fait retirer il y a quelques années.
Et ça a été un grand moment parce qu'on l'a mangé en pierrade. On a fait, on était 8 dessus. On l'a fait façon calamar, comme ça en beignet, en rondelle. 8 dessus. Il y avait 1,2 kg, monsieur. Félicitations. Il y avait 1,2 kg qui servait à rien. Et maintenant j'ai des érections formidables. Ah bon? Depuis que je n'ai plus de précis, ça évite l'humidité, tout. Et moi je sais que je suis très très content depuis Si que je je me l'ai fait. faisais enlever le mien, mais il n'y aura pas mangé pour 8. Je le dis honnêtement, hein, je suis très ému et admiratif. Merci Jean-Pierre. Je suis content que tu nous aies jamais invités à dîner, quand même. Pourquoi a-t-on décrété une fois pour toutes que Sirven c'était Sirvin, alors que Pleven, on l'a toujours appelé Pleven, et non pas Plévin? Parce que Pleven était honnête, monsieur. Oui, si c'est ça l'explication, alors là, Oui, mais alors là, je trouve scandaleux que vous fassiez un procès d'intention à Sirvin, car rien ne dit qu'il est. Et puis cette malhonnêteté-là, c'est une malhonnêteté que nous avons défendue pendant très longtemps. Aller piquer dans la quête des riches, c'est bien notre affaire, quand même. Alors, on lui demande, mais comment vous l'avez rencontré? Parce qu'elle ne le connaissait pas, hein, avant, comme dans toutes les histoires d'amour. oui. À une station, à une pompe à essence. Non, c'est d'ailleurs après qu'elle a fait le plein. Ou alors il a peut-être gagné chez Pierre au téléachat. Non, là c'est un peu triste, alors je vous demande une certaine dignité. Oui. Le jour de la mort de son épouse, Alfred a eu besoin de quelqu'un pour préparer le dîner. Parce que bon, il faut quand même... Ça creuse, hein. On y pense jamais. Ça creuse la mort d'une femme. Oui, mais oui. Il avait qu'à faire un peu de viande froide. Ah oui. Alors, elle est venue, elle a fait un petit encas qui a été jugé tout à fait satisfaisant. Elle est restée. Elle est restée pour quelques tâches ménagères. Passer sous la table, verser des miettes, ouais, comme ça. Du ramasse-gomme. Voilà. Et puis, un jour, un peu de tendresse... Écoutez, on parle de la miette, il n'y a rien, n'y voyez pas de mal, il y a rien de mal là-dedans. Un jour, il lui a demandé de venir faire la cuisine pour des invités. Alors elle est arrivée. Elle a chauffé le pot. Et elle lui a dit quel est le menu pour ce soir? Il lui a dit il n'y a pas de menu, je vous invite au restaurant. C'est après qu'il lui a sorti son rouleau de printemps. C'est ça, on disait aussi. Ouais, il a dit on prend les nems et on recommence. Non, moi je trouve que c'est moi assez ça beau. m'ébranle, ça m'ébranle des choses comme ça. Elle dit comment vous viviez aux Philippines. On a dit que vous aviez plein de maisons, une armée de gens qui vous protégeaient. Elle dit pas du tout, on vivait comme des pauvres, je lui coupais les cheveux, je lui frottais le dos après sa toilette. Ça c'est moche. Des petits plaisirs simples qui coûtent pas cher. Ensuite, on jouait avec Tini le chien. Ah bon. Et Alfred plantait des carottes et des tomates dans le jardin. Il arrosait les plantes. Vous voyez, monsieur Coff, Qu'est-ce qu'on vous disait? on n'avait plus d'argent du tout, et il m'avait dit qu'on irait un jour vivre dans la montagne en ne mangeant que des sardines et du riz. Ah, c'est des sardines dans la montagne, c'est souvent marée haute là-bas. C'est fréquent quand même. C'est les fameux champs de sardines là-bas. La sardine de montagne. Oh là, la sardine sauvage de montagne. Qu'est-ce qui vous prouve qu'il n'y a pas de sardines aux Philippines? Rien. Non, on parlait de la montagne. La montagne. Impossible. Tu as déjà pêché la sardine en montagne, toi, personnellement? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, mais Aux Philippines. Je suis jamais allé aux Philippines, mais imagine que la mer sardine montagneuse. remonte le torrent, le saumon remonte bien. Je vous rappelle, monsieur Bellemare, vous qui êtes un homme de la mer, ou qui l'avez été, qu'on a retrouvé l'arche de Noé en haut d'une montagne. le mont Ararat, ça je sais, Bon. oui. Mais c'était le déluge à ce moment-là. Et puis Noé était bourré aussi. Alors, Et moi, On a je dit suis qu'il faut faire gaffe quand on skie aux Philippines de ne pas écraser une sardine. Ah oui, Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, Sylvain n'a pas créé le déluge, on ne sait pas. Faut attendre qu'il parle. L'autre jour, je vais au pic du Midi, j'arrive en haut, qui je trouve? Le capitaine Cook. Vous voyez, donc... Voilà, et pour finir avec Vilma, mais c'est une héroïne de notre temps qui, moi, m'émeut. il a fermé hier le salon agricole. Elle a dit que s'il était condamné à une prison, son cher et tendre, elle regarde sa photo d'ailleurs tous les soirs avant de se coucher avec son chauffeur. Elle couche avec son chauffeur. Oui, vous saviez pas? Ben non, je suis pas au courant quand même. Écoutez, il faut lire les journaux. Elle couche avec son Elle chauffeur. couche avec son chauffeur. Mais bon, parce qu'elle est sociale, c'est tout. Elle n'est pas attirée Comme ça, elle sera sexuellement. bien drivée. J'espère que c'est pas... Dépanner. J'espère que c'est pas Jean Alési, sinon elle va mal
fini. Ils pourront toujours jouer dans le bac à sable. Elle a dit que lorsqu'Alfred sortirait de prison, parce que c'est quand même l'éventualité... Le chauffeur sortirait. Probable, son lit. Oui. Elle a dit que même s'il était très vieux, elle le reprendrait à la maison. Oh, bah, Voilà. Elle va pas le piquer quand même. Je voulais vous le dire, et bon, ça prouve quand même qu'il y a... Bah, c'est rassurant pour certains membres de cette audience, quand même. Oui, voilà, je Le voulais terme vous membre est bien l'entendre. choisi. Si Lady Di avait couché avec son chauffeur, il serait encore là. Oui, mais dans quel état serait son foie? Un éditeur, et pas des moindres, puisque c'est Albin Michel, publie ce matin les plus belles gaffes de Jacques Chirac. Ah, mais il y a combien de volumes? Alors, il y a toutes sortes de gaffes, hein. Il y a quelques gaffes, mais il y a aussi le sens de la formule des magots, il y a aussi de temps en temps un petit peu d'ironie sous-jacente. Par exemple, quand il déclare dans le Finistère avec des accents gauliens, j'ai remarqué une chose, c'est que les artichauts ont tendance à réduire de volume. Oui, là, il avait fumé le foin. Là. On l'interviewe en 1996. Avez-vous le sentiment d'avoir changé depuis votre élection? Il dit, j'ai changé de bière, je suis passé de la Corona à la Kronenbourg. Mais là, c'est pas une gaffe, hein, c'est volontaire. Il a dit un jour, moi je ne vois pas tout le temps la main de Mitterrand dans la culotte de ma sœur, il fallait le dire. Hein. Ah, et puis alors ça, au moment où on est en pleine campagne électorale, c'est une leçon de comportement à l'égard des candidats. Il a dit... Pour éviter de boire trop, j'ai une technique formidable. Je porte mon verre à mes lèvres, je le repose et je reprends le verre vide d'un autre. C'est très... Bon, donc vous voyez, il y a plein de choses à apprendre. Alors, s'il a pris le verre du pape, il va être mal. Hein. j'ai pensé qu'il serait intéressant de faire parler, sinon l'auteur, dont le nom a été injustement oublié sur la couverture de ce volume, au moins... le PDG des éditions Albin Michel lui-même. Il vaut mieux être Albin Michel qu'Albin Chalandon. Francis Esménard. Monsieur Esménard, bonjour. Bonjour Philippe, oui. Alors, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de nom d'auteur sur la couverture? Parce que ça doit être, comment dire, une personne qui a réuni à mesure toutes ses réflexions, ses gaffes ou ses paroles d'humour. Mais alors, par exemple, est-ce que vous pensez que vous ajoutez à la gloire de l'actuel chef de l'État en reprenant un propos qui date de 1966 où il disait « Je lis Le Monde tous les jours au cabinet ». Voilà, exactement le genre de réflexion qu'on peut dire comme ça dans le courant de la conversation et qui peut être détourné d'une manière extraordinaire. Mais je dois vous dire que bon, je savais pas que vous alliez m'interroger sur ce livre, ce n'est pas mon livre de chevet. C'est pas le moment de se défiler, hein. Il y a quand même des moments de lucidité. Il dit « Je suis catastrophique à la télévision. Plus j'y passe, plus je deviens impopulaire. » Mais c'était en 90. Il ne maîtrisait pas encore l'outil. En tout cas... Donc, en effet, Chirac n'a pas une réputation d'être bon à la télévision. Tout le moins, il le pense. Je vous remercie, monsieur Esménard, et puis on souhaite bonne vie à ce livre qui, de toute façon, est un acte contre la morosité et qui remet les politiques à leur vraie place, c'est-à-dire une place... Au cabinet. Voilà. Merci, monsieur Esménard. Les grosses têtes, Philippe Bouvard.
Marandon de Grande-Sainte, qu'était-il J'ai pas compris déconseillé? le jeu de mots, là. Ah, il n'y en avait pas, là. Parce que moi, je cherche tout le temps. Hein. C'est vrai, il s'appelle Monsieur Marandon. Oui. Bon. Ah bon. Qu'était-il déconseillé aux jeunes filles de manger autrefois devant les hommes? Les asperges. Des bananes. Ah oui. Les asperges et les bananes. Exactement. Parce que évocateur, forcément. enfin pour les esprits pervers. Oui, comme le vôtre. c'est une asperge, bien sûr, mais- dépioter une banane, c'est évident. Et les tout ça. courgettes, c'est de la couille. Oui, non, mais ça se mange pas entier. Non, ça se suçote avec la sauce qui dégouline. Mais est-ce que c'est vrai que les avait le Anglais concombre cachaient les également. pieds des meubles parce que c'était érotique? Absolument. On a subi quand même pendant 2000 ans des influences navrantes dans ce domaine. L'influence judéo-chrétienne, on n'a pas encore fait l'inventaire, mais ça fait des dégâts malgré tout. Hein. Enfin, on en reparlera plus tard, ça fait peur à Philippe, c'est tout. Pas du tout, et je veux saluer ici, avec nos amis du Grand Studio, ce que j'appelle, et c'est tout à votre honneur, une bonne réponse collégiale. Ah, il l'a dit. Alors, nous allons inventer encore une rubrique, mais vous n'êtes pas au bout de vos découvertes et de vos surprises. Et cette rubrique, nous l'avons intitulée, non pas arrêt sur image, puisque la radio en est encore provisoirement privée, et c'est bien dommage quand on regarde vos tronches. Nous, Et je trouve aussi. avons intitulé cette rubrique arrêt sur son. Qu'est-ce que c'est que l'arrêt sur son? Eh bien, c'est une petite pastille, mais une pastille sonore qui évoque un grand moment des grosses têtes, mais d'une façon très très concise, très très courte. C'était par exemple un jour où Sim faisait une déclaration d'amour à Sapritch. Elle a un regard. Alain, regarde, écoute, terrible. C'est superbe. La façon dont tu regardes les hommes, notamment moi. Tu te vantes, là? Oh non, pas du tout. Je regarde dans tes yeux une sorte de gourmandise. T'as envie de me déshabiller, à vous. Hein. Elle veut défaire l'emballage pour voir le cadeau qui se trouve à l'intérieur. Il est fou, ce mec. On m'appelle le bonux du sexe. Le persil me lave plus blanc. Moi, le regard d'une fille, ça me fait grimper au rideau. À condition que j'ai des rideaux. Hein. Et la tringle. Voilà, eh ben, c'était arrêt sur son. Notre nouvelle rubrique qui permet une plongée, mais hilarante, vous en conviendrez, dans le passé. Ah, je voudrais en profiter pour signaler que Sim a bien voulu, sur mes instances, accepter de quitter de temps à autre sa thébaïde azuréenne, comme personne ne dit plus d'ailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire sa retraite de Saint-Raphaël. Ben, on le comprend avec tous les Kurdes qui arrivent. Pour venir nous retrouver une fois de temps en temps, et ça nous fait chaud au cœur. Et vous reverrez aussi, avec l'autorisation spéciale des bonnes sœurs qui veillent jalousement désormais sur son bonheur, notre grand ami Philippe Castelli. Avez-vous vu l'émergence d'une nouvelle race de grenouilles, la grenouille taureau, qui est un animal effrayant, qui pèse 2 kilos, qui s'attaque à tout ce qui est vivant, et sauf le journaliste qui a pu l'approcher et la photographier, et qui est d'autant plus redoutable qu'elle pond 45 000 œufs par an. Oh là là. Vous vous rendez compte, hein? Et elle vit où ça, la grenouille taureau? Eh bien... Tu veux aller la chasser avec ton âne? Oui, absolument. Est-ce que ça ne serait pas, Philippe, le pendant, si j'ose m'exprimer ainsi, du crapaud buffle que tout le monde connaissait en Indochine? Oui, eh bien, ça fait un peu penser au crapaud buffle, à ceci près que la grenouille taureau, maintenant, elle est en Gironde, hein, Elle est et qu'elle arrivée va enfin. marcher sur Elle est Paris. là. Elle marche. C'est dingue, mais où allons-nous? La marche des grenouilles taureaux vers Elle est Paris. due à un croisement avec 2 grenouilles différentes.
Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Non, d'une grenouille et d'un taureau, tout simplement. Vous venez d'aborder un problème extrêmement sérieux, la taille de la cuisse, s'il vous plaît. Car vous savez qu'on ne trouve plus de cuisse de grenouille. Tout ça vient d'Égypte ou de Turquie. Donc le retour de la grenouille française en France est quand même un événement important dont vous avez l'air de vous moquer. Pas du tout. On peut vous dire que la cuisse de la grenouille taureau est nettement plus volumineuse que celle de majorette, par exemple. On dit toujours que les majorettes ont des cuisses de grenouille. Ben, pas du tout. Là, c'est une énorme bestiole qui fait 2 kilos alors qu'elle a ma taille. C'est vous dire que bon... Elles vont pas être faciles à tuer, il va falloir des toreros. La majorette qui est plus intelligente que le cheval, comme vous le savez, puisqu'elle a un petit chromosome en plus qui lui permet de pas chier pendant le défilé. Un aspect des choses qui m'avait échappé, mais bon. C'était bien de le rappeler. Surtout c'est dit avec beaucoup de tact et de pudeur. C'est un style allusif. Mais dites-moi, la grenouille taureau, elle doit avoir de grosses baloches. Ah oui. Au niveau... Elle est énorme. Bien montée. Et elle a au-dessus de la tête, mais enfin on peut pas appeler ça une tête, des petites ailes comme un hélicoptère. Alors là, je plains le torero. Ça doit être vachement dur à torer parce que ça saute dans tous les coins. Il faut suivre avec le chiffon rouge. Mais dites-moi, on pourrait pas l'utiliser comme le canard en Afrique en le coinçant la tête dans un tiroir et par derrière, parce que ça, c'est aussi de la pâte palmée. Monsieur Coff, épargnez-nous vos vieux fantasmes coloniaux, s'il vous plaît. Vous n'allez pas commencer à m'emmerder dès le premier jour, parce que sinon ça va barder. Il paraît que c'était très répandu dans certaines troupes du sud, enfin aux confins du Sahara, cette pratique. Quoique le canard au Sahara, je suis pas sûr qu'il y en ait énormément. Il y en avait et les tiroirs non plus d'ailleurs. Il y en avait dans toutes les casernes. C'est bien possible. Bien sûr. Encore un truc. Mais avant, les petites grenouilles étaient obligées de mettre du Chatterton autour pour pas qu'elles explosent. Une question dont tout le monde apprécierait, sans oser vraiment vous le dire, qu'elle soit traitée avec un certain tact et un peu de retenue. Ne la posez pas alors. C'est une question de Monsieur Boris de Neuchâteau. Qu'est-ce que les sexologues, vous voyez où je vais en venir, nomment un sexuel extrêmement rapide. C'est un acte sexuel normal, quoi. C'est un furtif, si vous voulez. C'est une bonne réponse d'Ariel Wiesmann. Heureusement que je suis là. Heureusement que je suis là. Alors, la fiche que j'ai sous les yeux, parce que moi j'ai jamais entendu parler de ça, évidemment, dit que ça dure de 40 secondes à 3 minutes. C'est énorme. Au-delà, c'est une liaison. Et que ça se passe dans les ascenseurs, les toilettes, au bureau ou sous les porte-cochères. Ou au confessionnal. Donc c'est à peine si la glande peut fonctionner. Puisque là, je vous pose la question. Qui c'est qui connaît la glande de Bartholin? Elle lubrifie, docteur. Une bonne réponse de Philippe Bouvard. La glande de Bartholin, on peut remercier le docteur Bartholin d'avoir découvert cette glande, donc qui lubrifie au moment du coït et qui nous évite à nous de nous rayer le casque pendant l'effort. Et donc, on peut remercier le docteur Bartholin pour ça. Et ça, c'est vrai que c'est très important. C'est très important. Et la glande qui fournit de la... Vaseline. De la Bartholine. Non. De la... Cyprine. Voilà, de la cyprine. Une bonne réponse de Fabrice, c'est vrai. La cyprine, et moi je trouve que c'est génial. On devrait en vendre en bouteille de la cyprine. Oui. Mettez-moi ma bouteille de cyprine, s'il vous plaît. Pour les gars seuls. S'en mettra un peu autour, que ça. Hop, en avant Guingamp. Vous les casquettes. Pierre Coff, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni, Jean-Marie Bigard et Ariel Wiesmann. En tout cas, on dit que le public est souvent âgé aux grosses têtes, mais il y a une fille de 8 ans qui est là et qui est très contente. Remarque, c'était exactement ce que j'étais en train de penser. Je me disais, pourvu que ma fille n'écoute pas tout ça.
Non, mais quand même. Alors, il se passe des choses étranges à Buckingham Palace. Vous savez que c'est un endroit où pas nouveau, hein. nous adorons nous promener, parce que, bon, la reine est un personnage fascinant. Et la mémé n'a pas fourni de cyprine depuis des années, hein, maintenant. Il lui donne. Donc, faut mieux pas y aller, hein, parce que, tu sais, quand les... Elle prend des pastilles, des solucyprines. Quand c'est très très sec... La reine est très inquiète et elle se demande si elle ne va pas vivre, selon la belle formule qu'elle avait employée, une nouvelle annus horribilis, car les souris ont envahi les cuisines de Buckingham. Mais c'est la vieille, elle avait tout ça sous ses jupes. Et on ne sait pas d'où viennent ces rongeurs, mais ils s'attaquent à la cuisine royale et surtout aux plats qu'on se prépare à servir à la souveraine. Oui, mais ça, c'est pas grave, alors. Vu la qualité des mets, en principe, là-bas, c'est pas... ça s'est arrangé, vous savez. Oui, ça s'est arrangé, c'est exact. Mais pas enfin, ça n'est pas toujours le... grâce aux Anglais eux-mêmes. Quelques-unes pour les coincer dans la commode. Mais en Angleterre, Non, mais ça se vendrait bien de la souris de Buckingham. À table. En Angleterre, il manque pas de tapette pour By appointment, ce serait formidable. En tout cas, chaque fois qu'il y a un animal qui est cité, Jean-Pierre Coff se précipite dessus. Et il le met dans sa commode. Avec les petites pattes qui ressortent quand même. Je les ai tous fait. Une question de Monsieur Tabar, qui est un des plus anciens correspondants des grosses têtes et que nous saluons. Pourquoi, lors de la conquête de l'Algérie, le maréchal Bugeaud, vous vous souvenez, La casquette. pourquoi a-t-il surtout fait appel à des troupes de marine? Parce que c'est souvent marée basse dans le désert. Non. Alors là, aucune idée. Ah, parce que pour les chameaux, pour pas avoir le mal de mer. Sur les chameaux, Exactement, parce que les marins supportaient mieux le roulis des chameaux. Une bonne réponse de Jacques Perroni. Ça, faut le savoir. Ça c'est bien, toi, la guerre. Regarde, moi je passais à Verdun, je suis en tournée, là, il faisait un froid de canard. Je me disais, quelle idée d'aller faire une guerre là, où il fait froid. On se demande qui c'est qu'organise. Oui. Ils peuvent pas aller faire des guerres où il fait chaud, on est bien. Dis-moi les tranchées. Tu vois, à Saint-Tropez, par exemple, ça aurait été plus facile à faire. On faisait des pauses baignades. Après, les gars se seraient réconciliés, tu vois. Et ben non, on a fait ça dans un endroit où il fait froid. On se souciait guère du confort du soldat à l'époque. Exactement. Le poilu n'était pas gâté. D'ailleurs, vous avez remarqué que maintenant, on fait la guerre chez les autres. C'est bien plus pratique. Ça paraît quand même plus logique aussi, ça veut dire. Faut quand même démolit rien chez nous, puis les gens, ils la font aussi bien que nous. Faut pas me raconter de conneries. Hein? Et au moins, quand on l'habille, on regrette moins, c'est sûr. On dit la guerre, mais si c'était si grave que ça, la guerre si terrible, il n'y en aurait pas autant. C'est ce qu'il faut se dire, hein. Une petite nouvelle qui n'a rien à voir pour détendre l'atmosphère. Les fabricants de logiciels s'attaquent au marché des cocus. Vaste marché, Vaste programme. Par exemple, si vous suspectez votre conjoint ou votre partenaire d'être infidèle, infidèle en un seul mot, vous installez dans votre ordinateur un dispositif spécial qui permet de mémoriser les adresses des sites visités et de photographier l'écran. Très dangereux, On est vraiment dans les grosses têtes au XXIe siècle. C'est terrifiant. C'est très dangereux, ce truc-là. Évitez de dire photographier l'écran, dites mémoriser l'écran. Vous serez plus numérique. Vous serez plus numérique. Mais je suis très numérique. On est de plein pied dans le 3e millénaire. Il faut se méfier que si tu as une femme blonde, parce que tu sais qu'on reconnaît, à quoi on reconnaît qu'une blonde s'est servie de l'ordinateur, c'est qu'il y a du Tipex sur l'écran. Et deux blondes, il y en a une qui a réécrit sur le Tipex. Et pourquoi on n'écrit pas sur l'écran directement cocu, comme ça il saurait? Il y a quand même des hommes qui font confiance aux couches à l'éternel féminin. Ce sont les Américains, ils sont 200, qui ont payé $3 500 par tête pour aller de New York à Saint-Pétersbourg, où pendant 12 jours, on va faire défiler devant eux des petites épouses russes. Voilà. Des petites épouses potentielles. Non, des jeunes femmes qui ne cherchent pas l'aventure, mais un mariage, si possible, cossu, parce qu'elles sont souvent déshéritées, même chômeuses, mais très belles, dit l'article. Mais ils vont les essayer avant.
Ça n'est pas prévu, c'est extrêmement correct. Ils ont le droit de se rencontrer dans une boîte de nuit. Oui. Ensuite, ils passent une ou deux nuits ensemble. Et à bavarder. Voilà. On parle pas la bouche pleine. Et à la fin de ce séjour, ils passent leur commande. Mais oui, d'accord. Une seule femme par client. Ah oui, ça Mais la réussite de cette opération est due au fait qu'ils sont dégoûtés par la femme américaine. Oui. Oui, peut-être. Il y a ils ont une très grande difficulté, puisque dès qu'ils font le moindre clignement d'œil en direction d'une femme, ils sont immédiatement arrêtés par la police. C'est assez difficile. Donc, ils vont en Russie pour ça. Et pourquoi sont-ils irrités par la femme américaine? Parce qu'elle est inabordable, en quelque sorte. Le harcèlement sexuel. Oui, elle est inabordable. C'est impossible, maintenant. Tu demandes du feu à une terrasse de café, il y a harcèlement, il y a deux flics qui viennent te chercher. T'es obligé de te cacher, de mettre des ailleurs. Ça devient grave. Mais quand l'Américain va épouser une Russe, elle deviendra américaine. Donc elle prendra les mêmes manies que les femmes américaines. Pas tout de suite, pas immédiatement. Jean-Pierre, je suis désolé, il y a un Français précurseur dans cette opération qui s'appelle Woodman, je crois, qui fait des films un peu dénudés, si vous voyez ce que je veux dire, et qui est allé là-bas en Russie trouver une femme absolument charmante, dont il a fait une des plus grandes stars du porno. Et c'est très différent finalement, au fond, la culture américaine et la culture française. L'Américain, il y va pour se débarrasser des Américaines et se marier. Le Français, il y va pour rigoler, il l'épouse, parce que quand même on n'est pas chien, mais il en fait une star du porno. C'est quand même autre chose comme civilisation, je suis désolé. Ça a d'autres perspectives, on est même plus des brouillards. Et elle s'appelle d'ailleurs, cette femme superbe, je crois c'est Tania Russoff, je crois, n'est-ce pas? Je sais pas. Oh, ne soyez pas hypocrite. Mais non, pas du tout. C'est vous qui me l'avez fait découvrir. Alors, voyons. Les noms ont peu d'importance, hein. Oui, c'est vrai, dans ces situations. Et pourtant, ça sonne bien. Les visages non plus. Ah oui, il y a des visages, parfois. On en voit de temps à autre. Par inadvertance. Mais en bas de l'écran, c'est ça qui est pas pratique. On les voit en bas de l'écran et à l'envers, alors c'est dur à suivre. Hein. Vous, monsieur Coff, vous ne regardez jamais ce genre de cinéma? Jamais. Non, il a tout dans son tiroir de la commode. Tout le matos. Et pourquoi vous pensez, comme le poète, que tout bonheur que la main n'atteint pas n'est qu'un rêve? J'ai une basse-cour, j'ai ce qu'il me faut. J'ai des commodes. Chacun ses goûts. Chacun ses goûts. La petite nouvelle que je vais vous donner est que naturellement aucun média d'aucune sorte n'a eu le courage de porter à l'attention de ses lecteurs, n'a rien à voir avec la politique, mais elle nous réintègre dans un endroit que nous aimons beaucoup et qui est la culotte. Bon, la culotte parce que elle protège et la culotte parce que c'est la culotte d'homme, hein. Ah oui, parce que c'est un lieu de rigolade. De rendez-vous. Le passage. Oui. Il arrive qu'on s'y fasse des relations, monsieur Perroni. Bref, voilà. Ça se passe à Wellington, en Nouvelle-Zélande, et il y a deux douaniers qui arrêtent un collectionneur allemand à la frontière. Ils ont remarqué qu'il y avait émergeant de sa braguette, laissée volontairement entrouverte, un lézard d'une espèce protégée. Oui. C'est-à-dire que... Donc il arrête en disant, il y a un lézard. Oui, d'accord. Peut-être même un lézard ménager. Oui. Bref. Oui. Il y avait sûrement ménager. une espèce protégée. Oui. Bon, mais très dangereux pour les chats. On a... Éviter que les chats mangent des lézards. Ça les empoisonne. Oui. Le collectionneur veut sortir ce lézard du pays où il l'a trouvé, et le lézard a besoin de respirer. Bon. Et oui, toujours. D'où cette situation assez rigolote que... Ah oui. Oui. Bon, si ça vous amuse pas, c'est dans ma culotte. Quelle sensation ça fait les petites pattes de lézard là. Toute cette histoire de lézard n'a pour but que de dire je la remets dans ma culotte. Vraiment, franchement, c'est nul. Non mais je voudrais, comment est-ce qu'il c'est pas dans sa culotte, c'était dans un slip qu'était le lézard. Oui, bien sûr. Ça mord les lézards. Ah bon? Voyons. Vous n'avez jamais été allongé sur une pierre au bord d'une plage ou d'une piscine
piscine et les lézards viennent et vous... Vous êtes sûr que c'était un lézard? Ah bah, bien sûr. Le petit lézard a les Comment s'appelait-il? Le petit lézard a les petites dents délicieuses. Il te la prend à pleine bouche Mais ou pas il te la du mordille? tout, elle est petite. Vous n'avez... Enfin, franchement, vous êtes débile ou quoi? Vous n'avez jamais vu cette langue qui sort du lézard? Je pensais pas que vous aviez une vie sexuelle aussi agitée les uns et les autres. Oui. Avec des lézards, avec tout ça. Avec des ânes, enfin bon. J'ai passé 35 ans dans cette maison et je m'aperçois que j'ai raté beaucoup de choses. J'aurais dû venir plus tôt ici. Le lézard, je n'avais pas encore pensé une relation possible avec un lézard. Enfin, je vois mon cher Pierre. Oui. Oui, quand même. Oui, ah non, moi c'est... non, mais je vous dis oui parce que j'ai observé les chats, et quand ils mangent des lézards, ils sont pas bien. Je voudrais vous signaler, à mi-chemin de la rubrique politique et de la rubrique people, la formation d'un nouveau couple attesté par les photos publiées ce matin dans la presse. Ils se sont rencontrés hier, apparemment le courant a passé, puisque au bout de 3 heures, ils ressortent de la pièce où on les avait enfermés, la main dans la main. C'est Colin Powell et Yasser Arafat. Oh bah tant mieux. Mais la main dans la main, hein. Il fait toujours aussi jambon au torchon, ce père. Hein. Ça doit être un rite de là-bas, hein. Non, c'est la définition du flirt, Philippe. C'est la main dans la main, mais jamais le chose dans le chose. Ensuite, pour les étoiles, ça va bien pour Vera. Pas le porc, hein. Le porc, il est bien malade. Mais pour le cuisinier, hein. Ce cuisinier au grand chapeau, là. 6 étoiles, oui. C'est 6 étoiles. C'est le Daniel Gérard de la cuisine. Mais qu'est-ce qu'il y a sous le chapeau? Est-ce que quelqu'un le sait? C'est la même raison, exactement, oui. Il est chaud. Ah bah je suppose. Sans ça, il ne resterait pas avec son chapeau vissé sur la tête. Mais alors pourquoi Juppé, il n'a pas de chapeau? Pourquoi Fabius, il n'a pas de chapeau? Ah bah on assume plus ou moins sa calvitie. Oui, d'ailleurs, il y en a plein qui ramènent la banlieue sur Paris. Tout à fait. Il y en a plein qui essayent. Alors que c'est nul. Moi, je dis que c'est parti, bordel. Il y a un rangement où je veux pas. Il ne faut plus faire l'arrêt au-dessus de l'oreille pour ramener tout, c'est très moche. Moi, je l'ai fait pendant des années. Je partais de Chadonna, j'arrivais à Chabalière et je remontais sur Auton. À propos de Vera, si vous permettez, je voudrais faire une remarque. Il y a déjà eu un cuisinier qui avait 6 étoiles, 2 fois 3. C'est voilà. Ducasse qui vient d'en perdre une. Mais Ducasse, tous les établissements étaient ouverts en même temps. Donc on avait la preuve qu'il n'était pas dans les deux... Tandis que les siens fonctionnent par roulement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que Beauvais casse les McDonald's. Il ne veut pas qu'il y en ait 2 ouverts en même temps. Bon, vous apprendrez, vous qui êtes gastronome, sans doute avec satisfaction, qu'un jeune cuisinier de Montceau-les-Mines vient de créer un sorbet au foin, qui a d'ailleurs le goût du miel et de la cannelle. Ça aurait peut-être été plus simple de faire un... Il avait fait la glace aux rillettes avant. Une boule rillette, une boule saucisson sec. Il y avait un cuisinier à Paris qui avait inventé le sorbet au camembert. C'était rue La Fontaine. Infect. Immonde. Il y a la glace au foie gras aussi, c'est épouvantable. Très dur. Et l'esquimau au boudin, ça doit être bon, hein. Et le soufflé de boudin noir au cornichon, fondé au pastis, avec un peu de crème chantilly dessus, c'est pas trop parce que ça m'écoeure. Si la crème chantilly est salée, ça peut aller encore. Il y a un grand chef qui a fait végétarien, là. Hein. Oui. C'est pas mal. Il y a quand même un pigeon sur la carte. Et il y a un pigeon sur la carte. Oui, le client. Le pigeon, c'est sûr que c'est le client. Et il y a du poisson, pas forcément bon marché. Hein. Il y a des coquilles Saint-Jacques, du homard et du turbo, c'est-à-dire tout ce qui est à plus de 200 balles la portion. La question suivante est culturelle, mais je vais vous la poser quand même, hein, parce que on ne sait jamais. Je ne voudrais pas sous-estimer. Vous n'avez pas eu le temps de préparer vos fiches. Quand vous êtes à la retraite, là. J'ai eu 6 mois, monsieur Coff, pour les là en train de tripoter, ça devrait être prêt, tout ça. C'est des vieilles fiches, il y a un rond de vin dessus, là. Bah ça, attends, c'était l'époque où ils buvaient du vin, je peux te dire c'était en 71. C'est monsieur Laclos qui demande quel écrivain, dans l'un de ses ouvrages intitulés « Modeste projet pour empêcher les enfants des pauvres d'être une charge pour leurs parents », avait proposé de les transformer en pâtés et charcuteries diverses. Swift, Jonathan Swift.
C'est Swift. Swift. C'est Swift. Exactement. C'est une bonne réponse d'Ariel Wiesman. Alors, je ne vous cache pas que j'étais persuadé que vous ne pourriez pas répondre et que, au bout du fil, il y avait, attendant qu'on l'appelle au secours, notre professeur Je sais tout, alias Jean Dutour de la Mirandole. Bonjour Jean Dutour. Bonjour mon petit lapin. Ah, Je mon me petit présenter lapin. comme ça, tout le monde va rigoler. Hein. Jean Dutour de la Mirandole et puis quoi encore. Voilà. Bon, alors bah oui, Swift, je l'avais sur le bout de la langue, mais c'est bien ça. C'est un vieil ami à moi. En tout cas, merci d'avoir accepté ce poste nécessaire et redoutable. Oh oui, alors redoutable. De conscience culturelle d'une émission qui fut culturelle à ses débuts et qui entend bien le rester au moins 3 minutes par jour. Ah bah formidable. Merci Jean Dutour, et puis chaque fois qu'il y aura une faiblesse dans la réponse de mes invités, on se permettra de vous appeler et d'interrompre pendant quelques secondes la rédaction de votre prochain manuscrit. Et on vous applaudit. Merci. Philippe, si je comprends bien dans votre esprit, lorsque vous dites que l'émission est culturelle, Turel est un suffixe. Il reste les 3 premières lettres. Ouais. Exactement. Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni, Jean-Marie Bigard et Philippe Bouvard. Une question de Madame Fontaine. Dans le milieu médical, c'est-à-dire dans le jargon médical, que signifie le sigle PDG? À propos d'une infirmière, petite débrouillarde gauchiste, non, ça doit pas être franchement ça. Petite débroussailleuse, oui. Dis, j'ai vu votre malade tout à l'heure. Ah oui, le PDG. Or, il n'a pas de responsabilité dans une entreprise. Paralyser des genoux. Je cherche. Ça pauvre débile gratteux. C'est un patient, le mot patient qui arrive avec le P. Non, pas du tout. Et je peux vous dire que le PDG, dans ce jargon médical, n'est pas quelqu'un auquel on reconnaît une situation privilégiée. Au contraire. Et il y en a énormément. Il est peu malade, finalement. Il est très peu malade. Il y en a beaucoup en milieu hospitalier. Il y en a même, à ce qu'on dit, davantage en milieu hospitalier qu'on en a accueilli au bureau d'entrée. Participant des grosses têtes. Qu'est-ce qui se passe en milieu hospitalier avec ces maladies qu'on appelle nosocomiales? On attrape la légionellose. La légionellose. Bon, ça et beaucoup d'autres cochonneries. Bon, alors, le PDG, c'est un virus qui traîne. Alors, effectivement, il a maille à partir avec ses petits animaux qu'on peut pas mettre dans une commode, monsieur Coff. Hein? Le PDG, c'est pour le personnel soignant. Un parasité. Alors, on dit pas parasité là, mais on se rapproche. Un parasite. C'est quelqu'un qui est... on n'en voit plus sur les quais de gare. Il y en a eu beaucoup un temps. Oh là là.